Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons un entretien exclusif avec M. Éric Fassen, sociologue à l'Université Paris 8 dans le département de sciences politiques et celui des études de genre. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui du concept de masculinité. Bonjour M. Fassen, bienvenue. Bonjour, et merci à vous. Donc, je voudrais commencer par une question de base, si vous voulez. En tant que sociologue, pouvez-vous nous définir le concept de masculinité? En fait, il y a deux termes, la masculinité et la virilité. Quelle est la différence entre eux? Et de l'autre côté, il n'y a qu'un seul terme, la féminité pour les femmes. Pourquoi c'est ça? Alors peut-être la première chose à dire, c'est que si on parle aujourd'hui de masculinité, c'est parce qu'il y a des études de genre. Et je dis ça bien sûr, puisque moi-même, je m'inscris dans ce champ d'études, les études de genre, dans un département d'études de genre. Je le souligne souvent parce que c'est le seul qui existe en France. Et dans un laboratoire d'études de genre et de sexualité, je le souligne aussi parce que c'est le seul qui existe en France. À l'Université Paris 8 où j'enseigne. Donc, les études de genre, ça joue un rôle important parce que lorsqu'on parle de masculinité, on n'est pas juste en train de dire les hommes. Au fond, si on dit les hommes et les femmes, on n'a pas besoin du mot genre. Les hommes et les femmes, il suffit de parler de sexe. C'est une catégorie d'état civil. Mais en revanche, lorsqu'on introduit la masculinité ou la féminité, on voit bien que ce n'est pas seulement une question de sexe, c'est-à-dire une question d'état civil, c'est la manière d'habiter ou pas cette catégorie de l'état civil, c'est-à-dire de correspondre dans sa manière d'être à ce qu'on est censé être. Donc, c'est un rapport à la norme. Les études de genre, ça parle des normes. En particulier pour ce qui concerne la masculinité, pourquoi on est amené à en parler aujourd'hui? Parce que d'abord, le féminisme s'est intéressé aux femmes. Et les études féministes, eh bien, elles étaient d'abord centrées sur les femmes pour rappeler qu'il y a des femmes et que d'habitude, lorsqu'on parle de la société, on fait comme si eh bien, cette question-là ne se posait pas et en pratique, ça débouche sur le fait qu'on parle seulement des hommes. Donc, on parle indépendamment du sexe, mais en réalité, on parle des hommes. Donc, le féminisme a commencé par dire « n'oubliez pas qu'il y a des femmes ». Ça paraît évident. Et ce n'est pas une proposition théorique renversante, sauf que ça change tout. Ça change la manière dont on se représente la société. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit qu'il y a aussi des femmes, eh bien, on est obligé de réfléchir à la raison pour laquelle, eh bien, malgré nos discours sur l'égalité, malgré le fait que toutes et tous nous proclamons que les hommes et les femmes sont égaux, et jusque dans la langue, même si là je suis obligé en français d'accorder au masculin, les hommes et les femmes sont égaux. Donc nous disons, oui bien sûr il y a par exemple la langue, mais ça ne veut rien dire parce que en réalité ce qui compte vraiment c'est le fait que nous croyons à l'égalité. Or ce que nous constatons en France, ce que nous constatons dans tous les pays, donc j'imagine aussi en Turquie, c'est qu'il n'y a pas l'égalité entre les sexes. Donc pourquoi il n'y a pas l'égalité si tout le monde revendique l'égalité? Eh bien, parce qu'il y a des normes de genre qui font qu'on reproduit l'inégalité indépendamment des discours sur l'égalité. Et c'est là qu'interviennent des notions telles que la masculinité ou la féminité. La masculinité, c'est quoi? Donc, c'est la manière d'incarner le fait qu'on est censé être un homme. Ça peut être, pour être plus compliqué, ça peut être désindexé de la propriété de sexe. C'est-à-dire que, par exemple, on peut parler, comme le fait Jack Halberstam, de la masculinité des femmes, c'est-à-dire d'une masculinité sans homme. Mais l'expérience la plus ordinaire, l'expérience entre guillemets normale, c'est-à-dire celle qui constitue la norme, c'est tout le travail qui est celui des hommes pour être masculin. De même qu'il y a tout un travail social qui est celui des femmes pour essayer d'être féminine. Autrement dit, pour la plupart des gens, il y a un travail de conformité aux normes. Donc, la masculinité et la féminité, ce ne sont pas des données a priori, ce sont des normes, et des normes auxquelles on essaie, plus ou moins, avec succès, d'incarner. Donc la masculinité, c'est une norme.
Ce n'est pas tout à fait la même chose que la virilité. La virilité, c'est un idéal. Autrement dit, si on reprenait les termes de la sociologue australienne Raewyn Connell, eh bien, on pourrait se dire que c'est la masculinité hégémonique, c'est-à-dire idéale. Ce n'est pas la réalité. Les gens, les hommes, ne sont pas virils. Ils se disent « je voudrais être viril, je voudrais correspondre à cette norme ». Donc c'est un idéal. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la norme. C'est la raison pour laquelle la virilité, c'est juste un sous-ensemble de la question plus générale de la masculinité. La question de la masculinité, c'est comment on fait pour habiter sa condition d'homme. Ou bien, comment on fait, puisque, encore une fois, il n'y a pas que cette équivalence entre le sexe et le genre, c'est-à-dire entre les hommes et la masculinité, comment on fait pour les déconnecter, c'est-à-dire pour incarner une masculinité de femme. Ou, à l'inverse, bien sûr, une féminité d'homme. Donc, c'est ce jeu entre le sexe et le genre qui est d'abord un enjeu pour les études de genre, mais qui est bien sûr un enjeu pour tout le monde. Si les études de genre en parlent, c'est parce que ça travaille notre société, et ça travaille notre société parce que ça travaille chacune, chacun d'entre nous. Comment on fait pour habiter les normes? Et la raison pour laquelle cette question elle se pose aujourd'hui de manière forte, la raison pour laquelle il y a des études de genre, la raison pour laquelle dans beaucoup de sociétés on se pose des questions sur tout ça, c'est parce qu'il y a, pour reprendre une expression de la philosophe états-unienne Judith Butler, il y a du trouble dans le genre. Ça veut dire quoi, à mon sens, le trouble dans le genre? Eh bien ça veut dire que l'ordre des choses, l'ordre des sexes, l'ordre des sexualités, ne va pas tout à fait de soi. La norme, quand on en parle, eh bien, ça, on voit bien, c'est quoi la norme? C'est être normal. Donc être normal, ça ne se remarque même pas. Il y a une sorte d'évidence. Or en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette évidence n'est plus si évidente. Nous vivons dans un monde où essayer de correspondre à la norme, essayer de se conformer à la norme, essayer d'être normal, ça n'est plus vécu sur le mode de l'évidence. Pourquoi? Eh bien parce que l'ordre des choses, nous savons de plus en plus qu'il est politique. L'ordre sexuel, nous ne pouvons plus ignorer qu'il est constitué par des rapports de pouvoir. C'est bien de cela que parlent les études de genre. Elles ne parlent pas seulement de différence entre les hommes et les femmes, elles ne parlent pas seulement de normes, mais elles parlent de hiérarchie. Et donc elles parlent de rapports de pouvoir, par exemple de domination masculine ou de patriarcat. Donc lorsqu'on parle de la masculinité, et lorsqu'elle devient problématique, c'est parce qu'au lieu d'être transparente, ça va de soi, c'est la norme, c'est évident, eh bien, elle se trouble. C'est en français, en tout cas, je ne sais pas en turc, mais le terme de trouble, il peut vouloir dire plusieurs choses. Mais entre autres, on peut parler d'une eau qui est trouble ou qui est troublée, c'est-à-dire une eau qui n'est plus transparente. Eh bien, nous vivons dans un monde où l'eau des normes n'est plus transparente, où elle est troublée. C'est-à-dire que nous continuons d'habiter ces normes, mais en même temps, nous les voyons. Elles ne vont plus de soi, même si nous continuons de jouer le jeu. Et c'est ce trouble dans le genre qui fait que nous sommes amenés à prêter attention eh bien, à la masculinité et à la féminité. Simplement, et pardon de répondre si longuement à votre question pourtant si simple et claire, mais la raison pour laquelle il est important de distinguer la question de la masculinité et de la féminité, c'est qu'on a commencé par la question de la féminité. On est passé des femmes à la féminité. Mais on s'est aperçu, c'est-à-dire les études de genre, et en particulier des femmes travaillant sur ces questions, mais pas uniquement, on s'est aperçu que si on parlait tout le temps de la féminité, eh bien on continuait de laisser une sorte de point aveugle. C'est-à-dire que paradoxalement, on risquait de reconduire ce qu'on avait essayé de défaire, à savoir l'évidence des hommes ou de la masculinité. Donc prendre pour objet la masculinité, c'est quelque chose qui vient troubler les évidences, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de se dire que quand on parle de genre, on est seulement en train de parler des femmes, ou on est seulement en train de parler des minorités en termes d'identité de genre ou d'identité sexuelle, mais on est en train de parler de tout le monde, y compris de ceux qui se disent « j'incarne la norme » et qui, en apparence, ne se posent pas de questions. Donc c'est là, je crois, qu'il y a des déplacements successifs qui ne sont pas propres à ce domaine d'études,
puisque, pour ma part, je fais la comparaison avec les études sur la sexualité, où, après s'être intéressé à la sexualité à partir de ses marges, c'est-à-dire des sexualités minoritaires et en particulier de l'homosexualité, eh bien, on a fini par s'interroger sur l'hétérosexualité elle-même, c'est-à-dire que le problème devient l'hétérosexualité. Elle ne va plus de soi. Et de même, dans les études sur d'autres minorités, c'est-à-dire sur les questions raciales, eh bien, on s'aperçoit qu'on commence par penser les questions raciales à partir des autres, entre guillemets, c'est-à-dire des minorités raciales, par exemple, en France, les Noirs ou les Arabes. Mais on se rend compte que, bien entendu, si on parle de la race, c'est-à-dire d'une catégorie, d'un concept, comme pour le genre, eh bien, on n'est pas seulement en train de parler des autres, on n'est pas en train seulement de parler des minorités, on est en train de parler de tout le monde. Et donc, on se met à parler aussi de la blanchité. Dans le prolongement justement de cette réflexion-là, et pour reprendre de manière peut-être un peu plus précise, quand on s'intéresse à l'évolution des études de genre, qui ont eu beaucoup de succès, notamment dans le contexte universitaire anglo-saxon, pourquoi est-ce que le travail sur le concept même de masculinité arrive si tard? Et pourquoi est-ce qu'il est si peu étudié? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, qui est en gros celle que je viens d'évoquer, c'est qu'une question en amène une autre. Mais aussi, une question en cache une autre. C'est-à-dire que si on commence à s'intéresser aux femmes, eh bien c'est parce qu'on se dit, on a déjà toujours parlé des hommes, il serait temps qu'on parle des femmes. Et donc l'idée qu'il faut revenir aux hommes, eh bien ça ne va pas de soi. Ça peut se faire dans un deuxième temps, mais pas dans un premier temps, premièrement. Mais deuxièmement aussi parce qu'il y a une question empirique simple, c'est qui travaille dans le champ des études de genre? Eh bien, historiquement, d'abord, ce sont beaucoup des femmes. Et donc, les femmes, pour beaucoup d'entre elles, n'ont pas souhaité privilégier cette question des hommes et de la masculinité pour des raisons qui avaient à voir avec leurs engagements politiques en tant que féministes, mais qui aussi avaient à voir avec leur propre position en tant que femmes. Même si aujourd'hui, bien sûr, je citais tout à l'heure la sociologue Réwyn Connell, mais par exemple en France, Mélanie Gourarier, une collègue, travaille sur la masculinité, donc c'est une femme, ou bien en Colombie, ma collègue Mara Viveros, eh bien, elle a publié en français un livre qui s'appelle « Les couleurs de la masculinité ». Donc il y a bien entendu des femmes qui travaillent aujourd'hui sur ces questions. Mais je crois que comme dans tout autre domaine de recherche, on doit se poser la question de qui travaille dans ce domaine. Et parce que le point de départ, c'est le féminisme, il y a eu très clairement une volonté de s'intéresser aux femmes, puis de s'intéresser aux minorités, et donc de partir des marges pour penser la norme. Il y a une sorte de logique qui fait qu'aujourd'hui, on peut davantage regarder la norme elle-même, c'est-à-dire la regarder dans son centre. Non pas pour remplacer la question des marges par celle de la norme, mais pour repenser la norme en tant que norme. C'est-à-dire, au lieu de se dire « tout ça est normal », de se dire « tout ça est normé », c'est-à-dire tout cela est construit socialement comme une norme. Donc en fait, le propos des études de genre, c'est toujours de dénaturaliser les rapports sociaux en matière de sexe et de sexualité. Donc dénaturaliser, eh bien, ça a commencé par la féminité pour des raisons évidentes, parce que la féminité est d'ordinaire renvoyée du côté de la nature. C'est l'idée que les femmes, parce qu'elles sont préposées à la reproduction, eh bien, elles ont à voir avec la nature, tandis que les hommes seraient davantage du côté de la culture. C'est ce que les sociétés se racontent systématiquement. C'était un des points de départ de l'anthropologie féministe aux États-Unis dans les années 1970, avec la question de savoir si les femmes sont aux hommes ce que la nature est à la culture. Donc on a là, me semble-t-il, quelque chose qui permet de comprendre pourquoi la masculinité est seconde. Elle est seconde parce que il ne paraissait pas si évident a priori que dénaturaliser le monde, c'était dénaturaliser aussi la masculinité, dont on avait moins conscience qu'elle était naturalisée, puisque la rhétorique de la masculinité n'est pas une rhétorique de la nature, c'est une rhétorique, au contraire, de la culture. Il n'empêche que le travail de dénaturalisation, ce n'est pas un travail qui reviendrait à dire « c'est pas naturel », c'est un travail qui revient à dire « c'est construit socialement ». Ce qui est tout à fait autre chose. On n'est pas dans une logique de l'artifice, par opposition à la nature,
on est dans une logique de la construction sociale par rapport à l'évidence des choses. Donc, avec l'évolution des rapports de genre, les femmes se sont relativement émancipées pendant le temps. Mais certains hommes disent être un peu perdus dans cette recomposition, ou bien si vous voulez, on peut l'appeler une réaction. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu sur la crise de masculinité? Alors, effectivement, cette expression, que donc j'utiliserai avec des guillemets, la crise de la masculinité, est utilisée généralement en réaction contre l'évolution des choses, c'est-à-dire avec le sentiment qu'avant, ça allait bien. Manifestement, l'idée qu'avant, ça allait bien n'a pas tout à fait le même sens si on est un homme ou une femme. C'est-à-dire que manifestement, beaucoup de femmes ont tendance à se souvenir qu'avant, ça n'allait pas si bien que ça. On l'oublie parfois, et parfois les femmes aussi l'oublient, c'est-à-dire qu'effectivement, le trouble dans le genre, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout va bien. Au contraire, il y a du trouble. Du trouble, ça veut dire que si les normes ne vont pas de soi, ou si elles ne vont plus de soi, si elles ne sont plus évidentes, eh bien, on ne sait pas toujours effectivement comment faire. Donc oui, il y a du trouble. Ça ne veut pas dire pour autant que l'absence de trouble rende heureux. Donc l'idée qu'on serait passé d'une sorte d'aveuglement heureux à une lucidité malheureuse n'est pas forcément fondée. Par exemple, il y a toutes sortes de symptômes de la norme qui étaient chez les femmes comme chez les hommes, c'est-à-dire des manières de trouver invivable le poids de la norme, qui peuvent se traduire par des troubles, justement, des troubles psychiques, des troubles physiques, etc. Bien entendu, davantage chez les femmes que chez les hommes, puisqu'il s'agit bien d'instituer un ordre inégal entre les hommes et les femmes. Mais donc, il ne faudrait pas imaginer qu'avant ça allait bien et qu'aujourd'hui, on a perdu notre tranquillité. Ce qu'on a perdu peut-être, c'est l'évidence selon laquelle il est normal que la domination masculine se perpétue. Et ce qu'on a perdu aussi comme évidence, c'est qu'il ne suffisait pas de le dire pour que ça change. Autrement dit, y compris le fait que moi-même qui suis en train de parler suis un homme et que je m'inscris dans ce champ d'études et que je dis que tout cela est en train de bouger, eh bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, y compris ma propre position dans le champ des études de genre. On peut s'interroger sur les effets qu'il peut y avoir à être un homme soi-même dans le champ des études de genre. Donc toutes ces questions, elles sont légitimes et elles sont complexes et elles sont troublantes. Et elles sont troublantes, y compris pour moi-même bien sûr, mais elles sont troublantes pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Je crois qu'on doit donc prendre au sérieux le fait qu'il y ait du trouble, mais crise de la masculinité, ça veut dire crise de la masculinité comme principe de domination. Il se trouve que j'avais écrit dans un texte il y a des années une phrase où je disais « Il faudrait essayer d'imaginer un monde où l'hétérosexualité ne serait plus normale ». Et ça voulait dire, comme le précisait la fin de la phrase, ne serait plus normale au sens où ce ne serait plus la norme. Donc la question c'est que devient l'hétérosexualité si elle n'est plus la norme, c'est-à-dire si ça n'est plus ce qu'on est censé être normalement. Eh bien, je crois que c'est pareil pour la masculinité. Il faut essayer d'imaginer un monde, ce qui n'est pas le nôtre bien sûr, mais essayer d'imaginer un monde où, eh bien, la masculinité ne serait plus normale. Non pas qu'elle deviendrait anormale, il ne s'agit pas de dire que les hommes, à partir de demain, vont être pathologisés comme l'ont été les femmes pendant très longtemps et comme elles le sont encore parfois. Donc il ne s'agit pas de transformer la norme en anormaux, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais simplement de dire qu'on sort d'une vision du monde qui est organisée sur le fait que c'est mieux d'être un homme, que c'est mieux d'être hétérosexuel. Bref, une hiérarchie qui ne va plus de soi. Donc qu'est-ce que c'est qu'un monde ? C'est ce que nous avons en quelque sorte inventé. Qu'est-ce que ce serait un monde où il n'y aurait pas besoin d'organiser le sexe et la sexualité selon une logique hiérarchique? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, je crois que les unes et les autres, nous sommes en train de bricoler autour de ces questions, avec plus ou moins de succès collectivement et individuellement. Mais c'est ça que ça veut dire, la remise en cause de la norme. Ce n'est pas qu'il n'y aurait plus de normes demain.
ça ne veut pas dire que nous étions avant dans un monde de la norme et que demain nous serons dans un norme d'individus affranchis des normes. Ça veut dire que ces normes en recomposition, premièrement, elles iraient moins de soi, c'est-à-dire qu'elles seraient moins invisibles, et deuxièmement, qu'elles seraient moins inégalitaires, et troisièmement, eh bien, que nous pourrions espérer les modifier en même temps que les interroger. Donc c'est tout cela à la fois. Donc ça veut dire que les normes, au lieu d'être normales, apparaissent de plus en plus comme politiques. C'est troublant. Donc il est normal que tout le monde soit troublé. Une dernière question. Une fois qu'on a défini le concept, qu'on a essayé d'en faire le tour d'un point de vue théorique, qu'est-ce que ça nous permet d'éclairer sur la vie publique, notamment la vie politique? Où est-ce que se loge la masculinité? Je trouve que la vie politique est un exemple particulièrement éclairant parce que, en français du moins, l'expression normale, si je puis dire, c'est de parler d'homme politique. Donc aujourd'hui, on est un peu embêté parce qu'on se dit il ne faudrait quand même pas que j'oublie qu'il y a des femmes, donc on hésite un petit peu, donc on va dire qu'il y a des femmes politiques, mais sinon la catégorie générique reste les hommes politiques. En France, au-delà de cette particularité linguistique, en France, il y a aussi un contexte qui est un contexte politique et qui est celui des débats de la fin des années 1990 autour de la parité, c'est-à-dire de l'égale représentation des femmes et des hommes, ou plus exactement, la suggestion qu'il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes en politique, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Donc avec une réforme, avec des lois et une réforme constitutionnelle qui sont censées favoriser cette égalité des femmes et des hommes en politique. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que être un homme politique, ça n'a plus tout à fait le même sens après la parité qu'avant la parité. Avant la parité, être un homme politique, eh bien, il n'y avait pas besoin de penser à la masculinité. On était un homme politique, c'était normal, puisque la politique, c'était les hommes. Bien entendu, il y avait aussi les femmes, mais il y avait une évidence de la norme qui faisait que, eh bien, on n'avait pas à se poser de questions sur sa manière d'habiter le rôle d'homme politique. On pouvait se demander comment être un homme politique de gauche, comment être un homme politique de droite, comment avoir l'air populaire ou au contraire avoir l'air distingué, toutes sortes de choses. Mais l'idée qu'il fallait avoir l'air masculin, ça allait de soi. Ça n'était pas une question. C'est ça qui devient problématique une fois qu'on a la parité, c'est-à-dire une fois que la question du genre est introduite dans la représentation politique. À partir de là, bien sûr, les femmes continuent d'avoir des problèmes, c'est-à-dire elles sont toujours trop ceci ou trop cela. Par exemple, elles vont être trop féminines ou pas assez. Ou bien elles vont être habillées de manière trop sexy ou pas assez, etc. Donc les femmes sont toujours trop ou pas assez. Pourquoi? Parce que quand on est la norme, eh bien on est juste ce qu'il faut, mais quand on n'est pas la norme, eh bien on est toujours trop ou pas assez. Ça c'est pour les femmes. Mais pour les hommes en politique, eh bien là, on pourrait penser que c'est facile, puisque, après tout, la norme perdure. Sauf que la norme est troublée, c'est-à-dire qu'on la voit. Et que donc, lorsqu'on voit des hommes politiques, on commence à penser à leur masculinité. En France, c'était très clair dans le cas du président Nicolas Sarkozy. Sa masculinité a été un enjeu politique. Sa manière d'habiter son corps, sa manière d'habiter sa vie privée, sa manière, donc, d'être une personne et pas simplement une fonction. Donc pas simplement un homme politique, mais un homme. C'est ça qui n'allait plus de soi. Par exemple, ça veut dire que sa vie amoureuse a été beaucoup représentée. Et que ça pouvait poser des difficultés, puisque par exemple, lorsque les médias montraient que son épouse Cécilia Sarkozy semblait vivre une aventure avec un homme ailleurs, eh bien d'un seul coup, ça le mettait dans un rôle qui n'est pas conforme à l'image de l'homme politique, à savoir, pour utiliser un terme vulgaire qui a été utilisé, cocu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait en quelque sorte un problème de masculinité. C'est bien sûr traditionnel. Chez Shakespeare, on trouve ça aussi constamment, les plaisanteries contre les cocus, qui seraient donc un peu moins des hommes.
Donc il a eu à construire, ou plutôt à reconstruire sa masculinité politique. On voit bien, par exemple, comme l'avaient montré des collègues, Catherine Achin et Elsa Dorlin, que toute sa posture viriliste, pourrait-on dire, lorsqu'il parlait de Karcher ou lorsqu'il interpellait des opposants en leur disant « descends si t'es un homme », bref, ce qu'il faisait, c'est qu'il jouait à l'homme. Et ce qu'on voyait, c'était une performance. On était dans une sorte de performance de genre, ce qui était relativement nouveau, c'est-à-dire c'est à partir du moment où on est dans un monde où ça ne se voit plus. C'est-à-dire où on ne peut plus présumer que les choses sont transparentes. Je crois que la masculinité en politique, aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il ne suffit plus d'être un homme. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en France. La question de la masculinité du président de la République a été posée à nouveau et pour François Hollande et pour Emmanuel Macron de manière insistante. Et je ne vais pas revenir sur le détail de toutes ces histoires, mais ça continue de travailler. Mais ce n'est pas seulement en France. On voit bien que, par exemple, en Italie, la figure de Silvio Berlusconi, eh bien, la question de sa masculinité a toujours été essentielle. Ses frasques sexuelles, à un âge où on pourrait attendre plus de sagesse d'un dirigeant politique, eh bien, serait la démonstration de son éternelle virilité. Mais si on regarde aussi le président des États-Unis, Donald Trump, on voit bien que la question de la masculinité est centrale. Et elle est centrale pourquoi? Bien sûr parce que la figure de l'homme politique, ça ne va plus de soi. Mais on s'aperçoit que c'est un argument politique. C'est un argument politique parce qu'il va s'adresser au pays en mettant en avant, en mettant en valeur, en mettant en exergue la masculinité comme une valeur. Autrement dit, ça n'est plus une norme, ça n'est plus normal, c'est devenu une valeur. Et c'est cette transformation de la norme qui ne se pense pas comme politique en une valeur explicitement politique qui explique que la masculinité, sous sa forme de virilité exacerbée, presque parodique, dans le cas de Donald Trump, on a un petit peu le sentiment qu'il est devenu impossible de caricaturer le président, puisqu'il est la caricature de la masculinité. Donc, y compris dans la manière dont on perçoit ce qu'il a pu revendiquer dans des propos sexistes et dans des manières de faire, etc. C'est une sorte de caricature, c'est-à-dire que si on voulait commencer un cours sur le féminisme par une caricature de masculinité, il suffirait de passer un petit moment à raconter Donald Trump. Donc on est entré dans un moment où la performance, elle est surjouée. Donald Trump, il en fait trop. Et c'est un des enjeux aujourd'hui pour la masculinité, c'est-à-dire si on veut dire « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trouble dans le genre », eh bien pour affirmer qu'il n'y a pas de trouble dans le genre, on est obligé à tout hasard de surjouer, d'être dans une performance caricaturale, c'est-à-dire de se rapprocher de la figure qui était historiquement celle du travesti, de surjouer. Ce qui se passe pour Donald Trump, c'est que ce n'est pas simplement lui dans sa manière d'habiter la fonction, mais c'est la représentation du peuple qu'il propose. Donc c'est la revanche de l'homme. Mais bien entendu, il faut qualifier encore, ce n'est pas simplement la revanche de l'homme, c'est la revanche de l'homme blanc. C'est ce que Marie-Cécile Nave, dans un petit livre, souligne. On doit comprendre, pas simplement en termes de classe, même si la classe joue un rôle important, mais en termes de genre et en termes de race. Parce que s'il s'agit de la norme, on se doute bien qu'on n'est pas seulement en train de parler de genre. C'est l'ensemble des normes, et en particulier ces normes naturalisées qui passent par le corps, donc à la fois les normes sexuelles, mais aussi les normes raciales. La revanche de l'homme blanc qu'incarne Donald Trump, et il n'est pas le seul. Le Brésil nous donne un exemple tout aussi éclatant avec Bolsonaro. Donc la revanche de l'homme blanc, eh bien, c'est une manière de surjouer, un peu comme dans les films, d'où les comparaisons avec Rambo ou que sais-je encore. On a une sorte de transformation des hommes politiques en Schwarzenegger. C'est-à-dire qu'avant, on avait Schwarzenegger qui devenait un homme politique. Maintenant, on a des hommes politiques qui deviennent des sortes de Rambo. Je crois qu'il y a là quelque chose qui nous dit non seulement sur la fonction politique, mais aussi sur l'imaginaire du peuple qu'il y a derrière, combien le genre, c'est important.
Pourquoi? Parce que ça ne parle pas seulement des hommes et des femmes, mais ça parle de l'ordre social dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.